Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Donc, je vous avais annoncé, notamment via LinkedIn, que je vous proposerai une vidéo reprenant les slides de mon intervention lors du SEO Camp dès début septembre à Lyon. Donc ça va être le sujet de cette longue vidéo, je pense, aujourd'hui. Et donc on va parler d'optimisation SEO pour PrestaShop en se basant sur un exemple, qui est un exemple d'une de mes clientes dont on va parler un petit peu aujourd'hui, et vous montrer un petit peu ce qu'on regarde quand on fait un audit, quelles sont les solutions qu'on propose, et déjà des débuts de résultats après quelques semaines de travail, sachant qu'on n'a pas du tout fait l'intégralité des missions qui étaient réalisées, mais on a déjà des résultats qui se positionnent. Donc aujourd'hui, on est en 2020, 2021 se présente dans quelques semaines, et c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'il est possible pour des petits e-commerçants de tirer leur jeu face à des mastodontes tels que Amazon par exemple? Et moi, ma réponse, c'est que oui, c'est possible. C'est possible parce que on peut travailler sur des niches, des thématiques bien ciblées de manière totalement verticale et être le spécialiste, l'expert d'un domaine. Et là, on peut venir prendre des places à Amazon, on peut venir passer devant. Et il faut, je pense, surtout se différencier, bien se présenter comme étant un commerce indépendant, présenter le fait qu'il y ait une boutique ou plusieurs boutiques, etc. etc. On en parlait hier lors d'un bootcamp avec Laurent Bourrelli qui nous présentait par exemple l'exemple de la librairie Powell's aux États-Unis, Powell's Book. Allez voir le site. Alors là, si je vous le montre là en ce moment, je crois qu'il est en maintenance. Hop, hop. Voilà, donc mauvais exemple pour le moment, mais voilà, retournez voir ce site, vous verrez les partis pris qu'ils ont pris et notamment l'importance d'avoir des valeurs, d'avoir un why, un pourquoi, le why share à Stéphane Brio, que je vous invite à suivre sur les réseaux. Voilà, bon. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible de faire des choses, mais il faut aussi être intelligent, il faut faire les choses correctement. Donc, on a beaucoup parlé de stratégie de contenu lors de ma précédente vidéo. Donc, aujourd'hui, on va être sur des choses beaucoup plus techniques. Comment est-ce qu'on optimise un site PrestaShop pour que Google l'apprécie, pour qu'il soit attractif, attrayant pour Google, et tout en restant attractif pour les internautes et pour générer des ventes. Eh bien, c'est parti, je bascule sur la présentation. Hop. Je vais me rajouter ici une petite... hop, je fais ça en live. Hop, voilà. Et je vais mettre ma tête là en petit, là en bas, pour pas déranger. Allez, donc c'est parti sur la présentation et les slides que j'ai fait lors du SEO Camp Day début septembre à Lyon. On démarre. Hop, voilà. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc je vous l'ai déjà dit un petit peu en présentation. On va parler d'un audit technique SEO d'un site PrestaShop et les solutions qu'on va préconiser de mettre en œuvre pour l'optimiser pour son référencement naturel. Donc l'idée c'est de vous faire une présentation pratique, c'est pas de faire du blabla. Quand j'ai préparé les slides, je me suis appuyé sur un cas réel que je vais vous présenter dans la slide suivante. Et je vais vous parler des techniques et des outils que j'utilise moi. Je ne dis pas que c'est forcément les seules solutions, les meilleures solutions. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise et qui fonctionne pour mes clients jusqu'à présent. Alors, dans le cadre du SEO Camp, l'idée c'était aussi d'échanger, de partager, de comparer, de débattre. Donc, on a eu des échanges intéressants puisqu'il y avait des e-commerçants dans l'assemblée, notamment par exemple des gens de chez LDLC qui ont des très gros catalogues à faire travailler et qui utilisent du PrestaShop pour des boutiques annexes. Mais on a pu avoir des échanges intéressants lors de la présentation de la conférence. Alors, cette petite, ce que vous voyez devant les yeux là, c'est la carte mentale, de la première version d'une carte mentale
d'un cocon sémantique sur l'optimisation d'une boutique PrestaShop. Donc dans le principe, on pourrait parler de tout ça aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais vous voyez, c'est très vaste. Ce cocon, il est en cours de création avec des vidéos et du contenu texte. Donc voilà, restez connectés, vous verrez sortir ça petit à petit. Bon, lors de la conférence, on avait un slide sur On fait connaissance. C'est là qu'on avait échangé avec les différents intervenants, personnes qui étaient présentes dans la salle. Bon, rapidement, le qui suis-je qu'on a fait à l'époque, on va complètement le zapper. C'est pas très important. Je vous laisse regarder ça. Vous pouvez aller voir mon site internet si vous voulez. C'est parti. Donc on va bosser sur le site Merlin Pimpin, www.merlin-pimpin.fr, qui est une petite boutique en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle communément un petit commerçant. C'est un commerce de quartier, entre guillemets, une boutique qui se situe en région parisienne à Vaucresson et qui est tenue par Céline, ici présente, qui est une maman trop géniale, qui a décidé de mémoire en 2015-2016 de changer de vie et de créer un site internet de vente de jouets, tout simplement parce qu'elle avait ce côté joueur et ce côté maman qui correspondait parfaitement cette création correspondait à ses envies, à sa façon d'être. Donc il y a un vrai why, pourquoi, il y a un vrai pourquoi dans la logique de la création de sa boutique. Et c'est vraiment une personne rayonnante que je vous invite à aller rencontrer si vous êtes dans la région ou tout simplement aller voir son site. Il y a des choses qu'on a rajoutées depuis le début et qui permettent de mieux comprendre qui elle est et justement de mettre en avant ce pourquoi, et je pense que ça a un impact dans les ventes. Donc on est sur un PrestaShop 1.6.1.24, donc avec un PHP 5.6. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un peu un déclic dans la tête de Céline avec le Covid, puisqu'on était sur une boutique qui fait des petits chiffres d'affaires tous les mois et qui au mois de mars ou au mois d'avril, mais de mémoire c'est au mois de mars, suite au Covid, a dû faire 20 000 euros de chiffre d'affaires avec de la livraison de proximité, etc. Donc comme beaucoup de commerçants, il y a eu un impact du Covid, une accélération de la transformation numérique, et que Céline s'est dit il fallait faire quelque chose à ce moment-là. En parallèle, il s'est trouvé que l'agence avec qui elle travaille jusqu'à présent lui a mis un petit peu un ultimatum en lui disant on arrête, on fait plus de PrestaShop, on va te migrer vers une autre solution propriétaire, mais ça va te coûter 5 000 euros. Donc est-ce que c'était une bonne idée de repartir à zéro ou pas face aussi un peu à cet ultimatum et ces façons, pas très simple pour elle, Céline a fait le choix de rechercher un nouveau prestataire qui pourrait l'aider à aller installer son PrestaShop sur un autre serveur. Et du coup, en même temps, au fil des échanges, on a appris à se connaître, on a parlé de l'optimisation de son site et de voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour l'aider à passer un cap et aller vers une meilleure réussite. Je vous ai mis en bas un petit lien sympathique si vous avez besoin. Le PrestaShop 1.6.1.24, c'est une version qui n'est pas compatible PHP 7. Si vous avez besoin sur une 1.6.1 de faire du PHP 7, vous pouvez installer la version non officielle que je vous affiche là en bas, qui est de mémoire la 1.6.1.25, qui est une version non officielle de PrestaShop, mais qui tourne sur PHP 7. Alors attention, vous pouvez avoir des modules non compatibles, d'accord ? Voilà donc la tête de la boutique de Céline. Alors à l'époque, c'était la rentrée des classes. Je crois qu'elle a déjà commencé à basculer sur Noël. Donc c'est une boutique PrestaShop assez classique. Alors, donc à Céline, moi je lui dis, c'est bien, ton site, je veux bien t'aider, je veux bien qu'on le migre, mais on va regarder ce qu'il y a dedans et on va essayer de l'optimiser et voir ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux. Donc, de manière classique, un audit SEO, ça va s'appliquer sur le triptyque habituel de la technique du contenu et de la popularité, ou dit autrement, le on-site, on-page, off-site. Donc on-site, tout ce qui va être la structure, les robots.txt, etc., etc. On va le voir aujourd'hui dans le détail, c'est beaucoup là-dessus qu'on va travailler. Le on-page, dont on va parler un petit peu moins,
puisqu'on a beaucoup parlé aussi de création de contenu la semaine dernière avec Laurent Bourrelli, sachant que le contenu aujourd'hui, finalement, déborde sur le off-site énormément, puisqu'on va beaucoup parler de vidéos, de réseaux sociaux. Et donc la partie off-site, notamment le netlinking. Donc on va très très peu parler aujourd'hui, ça ne sera pas trop le sujet de ce podcast, ça sera vraiment plus cette partie on-site, on-page dont on va parler un peu plus. Alors, les deux outils que j'utilise dès le départ quand je lance un audit SEO, dès qu'un client en général me parle de son site, dès qu'un prospect me parle de son site, voire même tout simplement d'aller voir le site voilà, c'est un petit peu une déformation professionnelle. J'ai toujours tendance à lancer rapidement deux outils, Screaming Frog et SEO Observer. Donc Screaming Frog, je le lance un petit peu en tâche de fond parce que ça peut prendre du temps sur des gros sites pour analyser le site. Donc Screaming Frog, c'est un crawler qui va analyser tout le site, qui va vous permettre aussi d'avoir la structure du site, avoir la liste des pages qui sont en erreur, les pages qui sont en 301, obtenir toutes les balises, etc., etc. Puis des fois, ça vous permet de trouver des anomalies. J'ai l'exemple, hier, j'ai travaillé sur un prospect, sur une migration Magento vers PrestaShop. C'est une droguerie, en l'occurrence, en ligne. Moi, je passe mon Screaming Frog, je trouve à peu près 3000 pages HTML. Donc c'est du e-commerce, donc on enlève une dizaine de pages, peut-être de structure, de contenu CMS, 30, 40 catégories, mais voilà, on va se retrouver avec environ, on va dire 3000 produits normalement. Or, le catalogue, après discussion avec le prospect, contient 5000 produits. Donc déjà, une petite puce à l'oreille, donc soit Screaming Frog plante, part en vrille et n'arrive pas à suivre tous les liens et à naviguer, à crawler correctement sur le site. Soit il y a un souci ailleurs. Et en creusant un tout petit peu, on s'est rendu compte hier, quand j'avais le prospect au téléphone, qu'il y avait une pagination en JavaScript. Et que donc, à partir de la deuxième page, potentiellement, le crawler était bloqué là. Donc après, est-ce que Google va lire ce JavaScript pour lire ces produits qui ne sont pas liés et qui sont en deuxième page? C'est une grande question, mais du coup, on a potentiellement, là on n'a pas fait l'analyse encore, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve potentiellement avec une partie du catalogue qui va être dans le sitemap, mais non accessible par le site, donc potentiellement pas indexé, en tout cas qui ne va pas bénéficier du flux, du PageRank du site. Enfin, des différentes pages du site, le maillage interne va être déficient. Donc ça déjà, cet outil-là nous permet d'avoir des choses. Et aussi Observer, c'est vraiment pour obtenir dès le départ une carte d'identité du site et savoir un petit peu à quoi on a affaire. Alors, tout de suite, plein d'autres outils que j'utilise. Le premier que j'utilise beaucoup, c'est une extension de Chrome SEO Meta One Click. Très pratique pour avoir tout de suite une vision générique de tout ce qui est canonical, balise, nombre de liens sur la page, etc., etc. Même avec des liens directs vers GTmetrix, des liens directs vers l'analyse des rich snippets, des liens directs vers la validation mobile de la page, etc. Donc ça, un petit outil vraiment que moi j'utilise tout le temps. SEMrush, Yuda, dans le même style, on a Ahref que j'ai pas noté, donc ça c'est les trois outils un petit peu d'analyse globale. MyRankingMetrics, l'outil d'audit d'Olivier Dufay, que je fais très souvent tourner encore sur mes sites. Cocon.se pour la visualisation graphique des sites et le calcul du PageRank interne de manière à voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, on va le verra tout à l'heure. SEOlizer, un outil que j'aime beaucoup qui va me permettre de faire du monitoring pour un petit peu espionner les robots de Google, mais aussi de faire du crawl. Monitorang pour le suivi des positions d'un site. YourTextGuru pour l'optimisation sémantique. Rank4Win éventuellement pour la création de cocons sémantiques. Alors il y en a d'autres, et notamment, c'est une des questions que j'ai pu poser lors de la conférence, il en manque au moins un, voire deux très importants. La Google Search Console et Google Analytics, si on les a, ça va être des sources de données importantes qui vont nous aider pour comprendre ce qui se passe sur le site internet. Eh bien c'est parti, on démarre sur les critères on-site. Donc on va regarder des informations sur le nom de domaine, même si on peut se poser la question si c'est on-site ou off-site, mais pour le nom de domaine on va le mettre dans cette partie on-site, il y a un petit peu deux parties sur le domaine.
On peut regarder des informations sur le serveur, on va regarder la performance, on va regarder le robot TXT, le sitemap, etc., etc. On va voir ça au fur et à mesure. Donc ici, première chose que je fais en parallèle de mon Screaming Frog, je regarde le nom de domaine, son ancienneté, son historique, savoir si je vois des choses anormales dans la courbe ici. Imaginons une grosse progression, une grosse chute, ça m'indiquerait qu'il y a pu y avoir une pénalité en cours de route. Donc ça, voilà, ça mettrait en avant d'autres alarmes qu'il faudrait que je garde en tête pour voir ce qui s'est passé et traiter ces points-là. Donc ici, bien, on voit, comme je vous l'ai dit, on est sur un petit e-commerçant, on est sur des trafics assez faibles, on a un nombre de mots-clés qui a tendance à augmenter doucement, donc c'est un site qui est de 2016, mais qui connaît voilà, une petite évolution tranquille, mais voilà, qui fait rien d'exceptionnel, qui n'a pas d'une visibilité majeure. Et on va voir au fur et à mesure de l'audit pourquoi, et on va pouvoir voir déjà des résultats intéressants. Donc on est sur un domaine où il n'y a pas eu d'effort spécifique fait sur du linking. En fait, ici on a 60 domaines référents, mais c'est surtout du hot linking, donc des sites auto-générés qui piquent des images. Donc pour la petite histoire, alors je crois pas l'avoir mis dans la présentation, mais on a fait un petit script, alors pas pour bloquer le hot linking, mais au moins pour présenter une image un peu complètement bidon aux personnes qui veulent hotlinker les images du site. Donc voilà, de mémoire, on affiche une demoiselle qui fait ce signe-là à la place des images du site. Au moins, ça nous fait toujours plaisir, même si ça bloque pas complètement le hotlinking. Au moins, le site qui reçoit l'image a une image bien pourrie à la place. Ça fait toujours plaisir. Bon, on voit qu'on a 315 expressions de recherche positionnées en première page sur 150 pages. Donc, c'est pas génial, puisqu'on a quand même beaucoup plus de pages que ça sur le site. Et en termes de positionnement de concurrence, ça, c'est plutôt du SEMrush de mémoire. On est sur un petit site, puisqu'on est de mémoire classé ici, pour l'instant, au lancement du projet. Alors côté serveur, bon je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et surtout que je suis en train de préparer d'autres choses. Bon voilà, ici sur ce site Merlin Pimpin, on était hébergé sur un serveur dédié de l'ancien prestataire, enfin dédié, du coup on était sur du mutualisé sur un dédié. On avait des perfs qui étaient voilà, très moyennes. Pour le coup, petit site, on est parti sur un hébergeur low cost All-West Data. On est sur une dizaine d'euros par mois. Ça fonctionne. Voilà, c'est pas pire que l'hébergement qu'il y avait avant, et qui était compris dans un gros pack avec abonnement de l'ancien prestataire. Voilà, ça reste du low cost, mais ça tourne. Pour aller chercher sur du mutualisé un peu plus haut de gamme, on a du 7.7, 24, 24. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de commencer à travailler avec Pierre-Alain Bonneton de OO Works. Donc il va proposer lui des machines vraiment super optimisées pour PrestaShop ou pour Magento. Donc sous forme de soit de mutualisé, soit de VPS, soit de dédié directement. Ça va démarrer de quelques dizaines d'euros par mois à voilà, des gros tarifs. Après, on peut avoir des bons serveurs VPS pour 120 euros par mois, avec là vraiment des optimisations très très intéressantes et très poussées, des MySQL réglés aux petits oignons et pas mal d'outils de monitoring PHP, MySQL, etc., etc., qui peuvent permettre de mettre le doigt sur un bottleneck, des lenteurs, des problèmes de performance dans votre PrestaShop. Donc là, je suis en train de travailler pour proposer ça dans nos offres à venir. Je pense que ça va être un petit peu sympa. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller vérifier ce qui se passe côté serveur, comment c'est configuré, etc. C'est un métier à part entière, mais à ne pas négliger, hein, puisque la perf de votre site va quand même clairement dépendre de ça. Donc, eh bien, tout simplement, moi je vais tester en général les sites avec GTmetrix ou WebPageTest. Donc ici, on est sur WebPageTest. Pardon, j'ai fait une boulette. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, j'ai changé ma page par erreur.
Donc, eh bien, ma foi, on est cata, hein, puisqu'on est sur du 9 secondes sur le premier indicateur des Core Web Vitals de Google. Ben, on en a un peu en vert et puis le reste un peu cata. Donc, la question que je vous ai posée lors de la conférence, c'est est-ce que la performance web fait partie du SEO ou pas? Pour moi, la réponse, c'est oui, même si aujourd'hui, on peut considérer que ça n'a pas d'impact direct sur le positionnement. C'est un peu un frein quand même. C'est-à-dire que si votre site charge en 10 secondes, il y a quand même peu de chances que Google vienne vous mettre dans les premiers résultats. Si vous chargez en 3 secondes ou en 1 seconde, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas différent. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi un petit peu le droit de jouer, quoi. Si votre site n'est pas performant, de toute façon, vous n'êtes même pas dans le jeu. Et d'un point de vue expérience utilisateur et taux de conversion, là, l'impact est énorme et ça a une grosse importance. Donc, votre site doit être rapide et il doit être rapide sur ordinateur, mais aussi surtout sur mobile. Donc, on teste les performances quand on est sur un PrestaShop. C'est assez simple. On a 4 grands types de pages. On a la page d'accueil, les pages catégories, les pages produits et les pages CMS. Donc c'est assez simple, on a 4 pages à venir optimiser. Donc je n'ai pas dû mettre le détail d'ailleurs des 4 pages, mais je vais vous dire ce qu'on a trouvé sur ce site-là. Alors première chose qu'on a trouvé, eh bien on a trouvé un diaporama sur la page d'accueil avec 6 ou 7 images qui devaient faire toutes entre 1 et 2 mégas. Donc déjà là, on se tirait tout de suite une balle dans le pied. Déjà, quelle est la pertinence de mettre 7 images dans un diaporama? À mon avis, il n'y en a pas. Je n'ai pas les sources de ce chiffre, mais voilà, j'ai lu ou on m'a dit que 92% des clics allaient partir sur la première diapo. Il faudrait retrouver le détail. Donc en gros, les diapos d'après, elles servent à rien. Donc mettez-en 1, 2 ou 3, ou faites même pas de diaporama du tout, mais franchement 3 c'est déjà beaucoup. Et après, voilà, allez pas mettre des images d'1,5 méga dans vos diapos, même si elles sont larges, elles sont en full screen, vous pouvez les travailler. J'ai pas forcément mis ici les outils, mais vous pouvez aller sur des outils en ligne comme compressor.io, des outils de ce type, ça va vous permettre vraiment de réduire drastiquement la taille de vos images et d'exploser les performances de votre page d'accueil. Donc on a aussi optimisé la taille des images des produits et des catégories. Donc là de mémoire on avait sur le site un thème qui affichait des images, je vais vous dire n'importe quoi, mais en 200 par 200 pixels, alors que l'image en fait réelle était en 800 par 800. Donc c'est sympa, mais c'est juste un problème de configuration dans votre PrestaShop. Mais à quoi bon avoir une image de 800 par 800 pixels qui va peut-être faire 300 kg si vous l'affichez en 200 par 200 et qu'elle devrait faire 50 kg. Donc on a optimisé aussi ces choses-là. On a mis en place un mécanisme de lazy loading sur l'affichage des images dans les listings de produits. Donc ça, moi, c'est une chose qu'on fait à peu près systématiquement, qui permet de beaucoup améliorer la rapidité. On va parler un petit peu de ça un peu plus dans le détail après, avec une aparté sur est-ce qu'une image lazy loadée est indexée correctement par Google. C'est une bonne question, j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais je vais en reparler très très rapidement aujourd'hui. On a forcément été vérifier les différentes options de compilation, de cache et d'optimisation dans PrestaShop, puisque tout simplement, des fois, on arrive sur des PrestaShop où les pages sont recompilées à chaque appel. C'est encore énorme, mais on le trouve encore régulièrement. Et on a réfléchi et on a testé la mise en place d'un cache CDN de type Cloudflare, qu'on a dû pour le coup pour Merlin abandonner, alors qu'on le fait sur d'autres sites mais que ça marche bien. On a dû l'abandonner parce qu'on a une interface avec un logiciel de caisse dont le module doit être plus ou moins bien fichu et on l'a pas, pour l'instant on l'a pas profilé pour savoir ce qui se passait, mais en gros le module de synchronisation avec le logiciel de caisse ne répond rien dans les 100 premières secondes suite à l'appel et Cloudflare aime pas trop ça et il stoppe le processus. Donc le Cloudflare venait nous planter la synchronisation avec le logiciel de caisse, donc on a dû désactiver Cloudflare. Sinon franchement on a des bons résultats avec Cloudflare.
On a aussi été regarder s'il y avait des modules inutiles à désactiver. Alors, dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas une tâche qu'on a encore fait, on n'a pas totalement mis en place. Et si jamais vous avez besoin de savoir un petit peu s'il y a des requêtes qui prennent beaucoup de temps, vous pouvez activer le mode PS Debug Profiling dans vos fichiers de configuration de manière à voir ce qu'il se passe. Un petit focus sur lazy loading, c'est simple à mettre en place. Le lazy loading, c'est grosso modo 3 lignes de code. La première chose, c'est de charger dans l'entête un script de lazy loading. Donc là, ici, on va le chercher à distance, mais vous pouvez très bien l'avoir en local sur votre serveur. Vous avez juste à ajouter une classe lazy et à modifier l'attribut src en data src sur vos images et de venir rajouter dans global.js la petite ligne de code qui est là. Donc en 3 lignes de code, vous avez mis en place un lazy loading. Donc après, on peut rajouter un petit peu des petites optimisations CSS pour ajouter un placeholder pour que il n'y ait pas de saut dans les images, etc. Mais déjà là, vous avez un code de lazy loading. Donc répondre à nouveau à la question, est-ce qu'une image lazy loadée est indexable par Google? Ma réponse est oui, ça fonctionne. En tout cas, nous, le code qu'on utilise est normalement reconnu et les images sont indexées. Et l'astuce que je vous ai donnée pour savoir si ça fonctionnait, allez tester la page dans le test d'outils, l'outil de test mobile de Google. Lancez votre test, allez voir votre code source, vous allez voir que si Google a interprété ou pas les images. Si vos images restent en version lazy loadée et non réelle, c'est que vous avez un souci. Et là, vous avez une solution en venant rajouter dans votre code une partie NoScript. S'il n'y a pas de JavaScript activé, je mets une image. S'il y en a, je mets une image lazy loadée. Ça vous permet de tester si votre lazy loading est correctement lu par Google et donc si vos images sont indexables. Petite parenthèse, à mon avis, si vous avez envie d'accéder à des contenus cachés dans la presse, cette méthode d'utiliser l'outil de test d'optimisation mobile de Google peut être une bonne piste. Après, je vous dis ça, je vous dis rien, mais ça peut permettre de vous passer un certain nombre de paywall, parenthèse. Alors, une autre question qu'on me pose souvent par rapport à la performance, qu'est-ce qu'un bon thème pour PrestaShop? Un bon thème pour PrestaShop, c'est un thème qui va par défaut faire peu de requêtes, qui va contenir, si possible, de l'optimisation des liens, d'obtenir du lazy loading, etc. Donc nous, souvent, on va partir, quand on crée nos templates personnalisés pour nos clients, on part de deux sources potentielles, soit le Classic Rocket, donc qui est une version optimisée du thème classique de PrestaShop en open source, soit le SEO Presta, qui avait été créé par Nicolas Mercatilli, qui depuis est géré par PrestaModule, a priori avec des belles améliorations qui ont été mises en place. Et en tout cas, on évite vraiment d'aller utiliser des modules de ThemeForest et compagnie. On sait qu'il y a en plus des gros problèmes de hack derrière tout ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, on doit réfléchir sur des modules qui sont mobile first, pas mobile, même mobile only quasiment. Hein. Il faut réfléchir dès le départ au thème en mobile et quasiment le transférer en desktop par la suite. Il y a encore quelques thématiques où on voit des statistiques qui sont encore très desktop, mais beaucoup de thématiques sont mobiles. Mais bon, attention, quand même, il faut vraiment que ça fonctionne bien en mobile et en desktop, puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'achats qui se font sur desktop plus que sur mobile. Le taux de conversion sur mobile reste encore très faible par rapport au taux de conversion sur desktop. Alors sur le on-site, la chose suivante qu'on va regarder systématiquement, c'est la présence d'un fichier robots.txt et si son contenu est correct. Donc on trouve encore des sites où il n'y a pas de fichier robots.txt, ce qui est vraiment pas bien. Donc le fichier robots.txt doit contenir au début le sitemap du site, le lien vers le sitemap, puis un certain nombre de commandes, allow, disallow, pour dire ce qu'on autorise ou ce qu'on bloque au moteur de recherche ou aux agents, aux différentes personnes qui viennent sur le site.
Donc ici, c'était pas trop mal. On s'est rendu compte dès le départ qu'on allait avoir, dès le fichier robots.txt, qu'on allait avoir un truc sur la pagination. Puisqu'ici, on voyait que les pages 1, 2, 3, enfin les pages 2, 3, 4, etc., tout ce qui était point d'intégration P égale, était interdite au moteur de recherche. Et on va en reparler un petit peu plus loin. Mais bon, attention, hein, moi j'ai eu des cas où on avait du diesel sur tout le site, quoi, hein. Donc s'il faut vraiment aller regarder ça, il m'est arrivé de perdre beaucoup de temps par rapport à ça, bêtement. Donc l'idée sur les URL. Bien vérifier les URL canoniques si elles sont présentes, hein, de manière à éviter qu'on puisse venir, que Google vienne indexer une URL avec tout un tas de paramètres derrière. Ça serait ballot, hein. Vous faites un lien dans Facebook qui va mettre plein de paramètres derrière. Ça serait ballot que ça vienne s'indexer. Donc il faut bien voir les URL canoniques vers la vraie URL de base. On va en reparler un tout petit peu, mais on va se rappeler qu'une URL canonique, elle doit elle est utilisée si c'est la même page, hein, qu'on présente sous deux URL différentes. C'est pas pour faire si une page ressemble à une autre page, c'est pas une canonique, hein. Canonique, c'est vraiment pour dire c'est la même page. Nous, par défaut, on vient simplifier la structure des URL. En l'occurrence, dans la route vers les produits, on enlève la partie catégorie que vous avez ici. Pourquoi on fait ça? Déjà pour simplifier l'URL et aussi parce que ici la catégorie qui est affichée ici, c'est la catégorie par défaut de votre PrestaShop du produit. Et si demain vous venez changer la catégorie par défaut, du coup vous changez l'URL de votre produit. Donc ça vient mettre en place une 301, mais on n'aime pas ça les 301, donc on veut éviter d'en faire pour rien. Donc moi je mets directement le nom du produit ici. Et on a aussi, nous, tendance à venir modifier aujourd'hui les patterns des URL de manière à facilement reconnaître les pages. Donc on préfixe souvent les produits par P ou PR et les catégories par C ou CA. C'est pas du tout gênant en termes de structure d'URL et ça va nous permettre de faire un petit peu du monitoring, savoir, par exemple, on verra un peu plus tard, quand les robots de Google vont passer, s'ils passent plus de temps sur des pages catégories, des pages produits, etc. Alors, sitemap, indexation, indexabilité, etc. Donc là, ici, sur le site de Merlin Pimpin, on a 3200 résultats dans Google. Si on creuse un petit peu, on a 920 résultats seulement qui sont dans l'index primaire et 2280 dans l'index secondaire. Alors je crois que c'est pas forcément primaire, secondaire, le vrai nom c'est peut-être principal et complémentaire. Faudrait vérifier, je les ai toujours appelés primaire et secondaire, mais je crois que c'est principal et secondaire. Donc il y a deux index dans Google, un index où il y a des pages qui peuvent se positionner sur des bonnes expressions, puis un index un peu fourre-tout où grosso modo on a des pages qui ne sortiront pas sur des grosses expressions. Donc ce rapport il n'est pas forcément choquant, mais c'est important, plus on va avoir de pages dans l'index primaire, mieux c'est. Et grosso modo les pages qui sont poussées dans l'index secondaire, c'est des pages qui sont de moins bonne qualité. Si vous ne savez pas comment tester index primaire, index secondaire, si vous cherchez dans Google, vous avez les résultats de primaire plus secondaire. Si vous cherchez dans le moteur de recherche d'Orange, vous n'aurez que les résultats de l'index primaire. Ça va vous permettre de comparer. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on avait 22 000 adresses envoyées par sitemap, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Il y a beaucoup de boulot à aller faire là-dessus. Aller voir toutes les URL en anomalie, regarder toutes les redirections, voir tout ce qui est indexé mais pas présent dans le sitemap. Là, en l'occurrence, on s'est rendu compte sur le site merlinpimpin.fr qu'on avait un sitemap qui n'avait pas été généré depuis 2 ans. Donc, même si le sitemap n'a pas une importance phénoménale en termes de SEO, tant qu'à faire, si on peut rajouter une simple tâche cron pour l'exécuter une fois par jour ou au moins une fois par semaine, c'est quand même mieux. Donc là, on a mis en place une tâche cron. Donc je l'ai noté là. On a donc sur cette partie indexation sitemap mis en place un monitoring et une analyse de log pour espionner les robots Google. On va en parler un tout petit peu après. On a essayé de regarder un petit peu où est-ce qu'il pouvait y avoir des fuites et on les a corrigées. Un exemple de fuite dans PrestaShop et que j'ai beaucoup vu sur ceux du Magento, c'est des fuites sur les navigations à facettes.
On peut avoir des... Alors, quand je vais dire fuite, c'est des tas d'URL qui sont générés pour rien, hein. Donc, sur de la navigation à facettes, sur du Magento, j'ai un exemple d'une migration sur lequel on a bossé là pendant l'été. On avait 600 produits dans le Magento. Je crois qu'on avait plus de 350 000 URL sur la boutique parce que la navigation à facettes générait des centaines de milliers d'URL. Donc, qui était certes en no-index, mais malgré tout, ça vient polluer les robots de Google qui viennent aller naviguer ces pages en no-index pour rien. Potentiellement, il faut donc désindexer les pages inutiles. On a passé en no-index donc les pages de recherche, les pages de panier, les pages de commande. Et par contre, on peut venir travailler avec un module comme le PM Advanced Search, les pages de recherche avancées, et on peut créer des pages de recherche à part entière, avec des balises title, avec des descriptions, et qui sont, elles, indexables, qui permettraient par exemple de venir, je dis n'importe quoi, mais si je voulais référencer tous les pulls rouges sur un site internet, eh bien, je pourrais créer une page de recherche avancée qui va être, elle, indexable par les moteurs de recherche. Par contre, les autres pages de recherche, moi personnellement, je les mets systématiquement en no-index. Et là, sur Merlin Papin, on avait le cas des pages de recherche qui étaient en index. Du coup, chaque fois que Merlin Papin venait partager une recherche sur sa page Facebook, puisqu'elle avait tendance à faire comme ça, et ben, la page était potentiellement indexée par Google et ça venait faire grossir cette grosse masse noire de pages qui servent à rien, pages qui sont optimisées sur rien, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de balise. Donc pour moi, ça sert à rien. Donc ces pages, on les passe en no-index. Un petit focus donc sur SEOlizer que j'utilise pour le monitoring, l'analyse de log Google, le monitoring des robots de Google. Donc c'est super simple à utiliser. Il y a une version a priori gratuite. Ça faudrait vérifier avec SEOlizer. J'ai pas le détail. Peut-être que j'essaierai d'organiser un podcast avec Olivier, c'est ça, oui, Olivier, pour présenter un petit peu SEOlizer. Mais dans l'idée, moi déjà tel que je l'utilise, ça, je fais donc comme on l'a dit tout à l'heure, un classement des pages par groupe. Donc si j'ai des pages de type catégorie, des pages de type marque, des pages de type produit, etc. J'ai aussi des pages de type module. C'est une page que j'aimerais pas que Google aille crawler, aille indexer. Et pourtant, j'en ai trop, hein. J'ai encore 10% ici du trafic Google qui va sur des pages modules et qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute, hein, qui ne sont pas des pages qui sont intéressantes pour Google. Donc tout ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que Google vient passer un maximum de temps sur des fiches produits, ce qui est normal. Par contre, c'est vrai qu'il ne l'est pas, puisqu'il y a statistiquement beaucoup plus de fiches produits, mais c'est vrai que pour moi les fiches catégories ont beaucoup d'importance et il faudrait que j'arrive à faire monter ça pour positionner ces fiches catégories le mieux possible. Quand on fait une analyse on site, eh bien on va quand même vérifier ce qui se passe entre du HTTP et du HTTPS, puisque des fois on a des mauvaises surprises. Donc vérifier qu'il y a bien des redirections qui sont mises en place. Là ici on a en l'occurrence une redirection 307, donc une redirection temporaire. Je ne vois pas pourquoi ça serait temporaire, hein. Le site il ne va pas revenir à HTTP un jour, donc moi je préfère les redirections 301 sur du htaccess. Les erreurs 404, bon, ça c'est classique, hein, quand vous allez aussi bien passer votre site à la Google Search Console ou à Screaming Frog ou à SEOlizer, vous allez voir tous les liens qui sont cassés dans votre site internet. Ça c'est des très mauvais signaux qui sont envoyés à Google. Donc là, dans le cadre du site de Merlin Papin, il n'y avait pas énormément de mémoire, donc ce n'était pas un trop gros signal, mais c'est simple, il faut juste venir corriger ces liens. Si vous avez Screaming Frog, vous exportez le fichier Excel qui va bien, vous aurez la source, la destination, vous savez exactement où corriger, et on les corrige un par un. Ou alors des fois, si c'est une erreur dans le thème, hein, on peut corriger en une fois des centaines de milliers d'erreurs, hein. J'ai déjà vu le cas aussi, hein. Des liens en footer qui étaient cassés, sur toutes les pages, il y avait des grosses 404 de partout, quoi. Même chose pour les redirections 301, par défaut, votre site, il n'y a pas de raison qu'il ait des 301. La 301, elle doit exister si on fait une migration, elle doit exister, mais en interne, si je clique sur un lien, je dois arriver sur le lien, pas passer par une redirection au milieu. On fait perdre un saut à Google à chaque fois quand il vient indexer les pages, hein, le fameux crawl budget.
Là c'est pareil, hein, depuis Screaming Frog, on exporte nos 301 et on corrige tout ce qui est erroné. Alors, l'optimisation des encres de lien. Ça, c'est un truc qui est intéressant et que nous, on vient systématiquement corriger dans les templates PrestaShop. Et c'est le cas finalement dans quasiment tous les e-commerce. Le premier lien que va rencontrer le robot, en général, quand il descend sur un listing produit, c'est qu'il va trouver le lien sur une photo. Donc on peut mettre une balise alt sur la photo, ça va aider, mais malgré tout, ça aura toujours beaucoup moins de poids qu'un vrai lien sur du texte. Donc nous, dans l'idée, on vient systématiquement obfusquer les liens sur les images de manière à laisser les liens sur les textes qui se trouvent en dessous ou en dessus, mais c'est très souvent en dessous. Souvent on a image, texte. Donc nous, les liens sont sur les textes en bas et pas sur les images. Donc on ne conserve que des encres de type texte et idéalement, sur ces encres, on va venir les varier, même si on va les optimiser dans le contenu pour créer un beau maillage interne. Alors dans les listings, on ne pourra pas les varier puisque ça va être le nom du produit qui va être utilisé ou une combinaison en fonction dans le template, mais après on peut venir créer dans les descriptions de produits des liens entre produits. Alors, je vous montre rapidement. L'idée c'est de passer de un lien là-haut sur l'image qui est un lien en clair, on passe à un lien obfusqué en base 64 avec un JavaScript qui va analyser tout ça. Alors oui, Google est capable de décrypter tout ça et il peut le faire. Maintenant, les différents tests qu'on a fait, il ne le fait pas, il ne va pas suivre ce lien. Et ça lui prendrait déjà beaucoup de temps à venir analyser, décrypter cette base 64. Il n'a pas forcément envie de le faire. Crawler des sites, ça lui coûte des milliards. Donc voilà, on l'aide un petit peu à pas aller crawler ça et il ne va pas le crawler. Donc je vous mets le code ici. Il y a tout simplement un bout voilà, un décode de base 64 à rajouter dans votre global.js et dans votre template. Vous avez juste à venir, dans le global.js, un des codes 64 et le trigger qui vient choper les clics sur les liens avec la classe URL obfusquée et qui vient décoder le base 64. Et dans le product list.tpl, vous avez tout simplement à venir remplacer vos balises A par des balises div et rajouter la classe qui va bien et tout simplement venir rajouter ici un filtre base 64 en code dans votre dans l'appel à l'URL du produit. Puis un petit modif CSS pour rajouter un pointeur quand on passe dessus pour que ça soit quand même cliquable, enfin qu'on voit que c'est cliquable. Donc voilà, obfusquer des liens, c'est très très simple. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de très compliqué, c'est simple. Voilà, 3 lignes de code ici et 3 lignes de code ici et une dizaine de lignes de code ici. On en vient à la structure globale du site. Alors vous avez peut-être déjà vu ces schémas-là, c'est pas toujours simple à comprendre, mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est quand ça vous fait des espèces de chenilles, là, des espèces de saucissons comme ça, c'est que c'est pas bon. Si vous devez comprendre qu'un seul truc, dites-vous, si je vois des saucissons, des chenilles, c'est mort. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que on est sur une structure de site e-commerce malheureusement classique avec un gros méga menu et un gros footer qui fait que quasiment toutes les pages se retrouvent liées les unes entre les autres. Et même si j'ai toutes les catégories, en général, on a toutes les catégories dans le méga menu qui viennent faire des liens vers toutes les catégories et toutes les sous-catégories dans tous les sens, donc on n'a aucune granularité et on n'a pas du tout de ce qu'on appelle de siloing thématique qui viennent classer les produits par branche réelle. Donc là, tout est mélangé. En fait, c'est un gros bazar et on le voit bien ici. Alors, c'est artistiquement parlant, c'est peut-être un peu joli, mais c'est un bon gros bazar. Alors, ici, alors, hop, j'ai perdu mon écran, pardon, je reviens. Voilà. Et la problématique de ces structures-là, c'est que ça vient donner de la force, du PageRank interne. Donc le PageRank, c'est vraiment le PageRank de Google tel que l'a inventé Larry Page dans les années, fin des années 90, début des années 2000, qui vient
grosso modo, calculer la force d'une page par rapport aux autres pages d'un site. Je ne rentrerai pas dans le détail, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler avec Sylvain Perronnet lors d'une prochaine vidéo qu'on prépare pour la semaine du 12 octobre de mémoire. Mais ici, bien voilà, la page là, avec le plus fort PageRank, c'était la page conditions de vente. Et la deuxième page en termes de PageRank, c'est la page livraison et retour. Et puis la troisième page, c'est la page la boutique. Donc qui est la page destinée à la boutique à Vaucresson. Donc est-ce que c'est pertinent sur un site e-commerce que la page la plus importante soit la page conditions générales de vente? Moi, je ne pense pas. On pourrait presque la mettre en no-index, celle-là. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait des milliers de liens qui pointent vers cette page-là. Donc comment est-ce qu'on va corriger ces problèmes-là et comment est-ce qu'on va modeler le PageRank et structurer notre maillage interne? En effet, alors avant d'aller jusque-là, même si ça revient à ça, on va faire une petite parenthèse sur les types de surfeurs. Je prends un petit peu de chocolat chaud. Historiquement, Google utilisait, on estime que Google utilisait le module du surfeur aléatoire. Donc, grosso modo, j'envoie des centaines de surfeurs, donc des internautes qui visitent les sites internet sur des sites. Puis au bout d'un moment, je vais voir où ils se trouvent. Donc, et je vais voir sur ces 1000 surfeurs que j'ai lancés au départ, qu'il y en a 50 sur telle page, 30 sur telle page, 150 sur telle page. Et ce surfeur aléatoire va donc cliquer par hasard sur les liens d'une page d'un site internet et donc naturellement se retrouver à des endroits plus ou moins importants. Donc c'est comme ça on pouvait définir les pages les plus importantes, exactement comme finalement je viens de le faire dans l'exemple d'avant. De manière aléatoire, la page la plus importante sur le site était la page de conditions générales de vente. Le surfeur raisonnable qui a été inventé depuis, en fait, vient apporter une pondération au lien en fonction d'où il se trouve dans la page. C'est-à-dire que si un lien est en header ou en footer, voire en sider, on va considérer qu'il est moins important que si ce lien est dans le contenu. Et donc, en fait, avec cette pondération, si on vient renvoyer 1000 visiteurs et qu'on applique des règles, eh bien, on va voir à nouveau où ces visiteurs se trouvent, où ces surfeurs ont réussi à arriver au bout d'un certain laps de temps. Alors, c'est très bien ce principe du surfeur raisonnable. J'ai aucun débat à ce sujet-là. Si ce n'est que je ne sais pas, moi, quelles sont les pondérations et ce qu'a choisi Google. Est-ce qu'il l'utilise tout le temps? Est-ce qu'il ne l'utilise pas tout le temps? Donc surfeur raisonnable, super, mais je sais pas. Donc moi je pars de l'idée que je veux pas prendre de risques et je veux pas laisser de l'incertitude. Donc pour être sûr que mon maillage interne soit comme je veux et que mon PageRank soit modelé comme je le veux, eh bien je vais travailler à obfusquer en grande partie les méga menus et en grande partie les footers. Donc l'idée c'est d'arriver, voilà, c'est un petit peu de passer c'est un peu de passer d'un site tout moche comme ça à un site déjà un peu plus rangé comme celui-là. Donc on va obfusquer les liens du méga menu. En fonction des cas, je laisse le méga menu, en tout cas le niveau 0 du méga menu non obfusqué sur la page d'accueil, mais des fois je l'obfusque carrément parce que je mets mes liens dans le contenu qui se trouve en dessous. J'obfusque tout ce qui est les liens de page de ce que j'appelle les fonctionnements, panier, mon compte, favoris, etc. Toutes ces pages qu'on a déjà mis en no-index avant, je veux carrément pas que Google aille dessus et aille perdre du temps dessus. Et donc toutes les pages que je veux pas voir ranker, que je veux pas voir se positionner, je les obfusque. J'obfusque aussi tout ce qui est footer en bas, mais par contre j'ai tendance à laisser là, le footer non obfusqué depuis la page d'accueil, avec un lien sur les CGV, les mentions légales, etc. Et il y a un gros truc à vérifier, c'est que votre module navigation à facettes ne crée pas des centaines de milliers d'URL. Donc là aussi, on obfusque, on veut être tranquille. Il n'y a pas de vrai lien quand on clique sur le bouton de la navigation à facettes. Ça n'ouvre pas une page derrière avec un lien qui est accessible pour Google. Sinon, on se retrouve avec
des centaines de milliers de liens potentiellement qui viennent complètement polluer le crawl de votre site internet. Et enfin, on vient revoir le fil d'Ariane. Alors, soit on l'obfusque complètement, souvent c'est ce que je fais, et je rajoute par contre un lien vers la catégorie parente quelque part dans la description du produit, même si c'est en automatique, ou alors je laisse que le lien vers le niveau N-1. S'il y a X niveaux de catégorie, catégorie, sous-catégorie, sous-sous-catégorie, je n'autorise dans mon fil d'Ariane à remonter que d'un niveau. Je ne vais pas remonter au niveau parent. Là, on applique tout simplement les règles du siloing thématique, un peu du cocon sémantique, même si c'est pas du cocon à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas toute la partie contenu, etc. Mais de la structure, lien vers les pages mères, lien entre les pages sœurs. Mais voilà, on ne saute pas des niveaux comme ça. Donc ça nous permet de créer cette fameuse structure en silo. Bon, l'obfuscation, on l'a compris, c'est super simple, c'est ce qu'on a vu juste avant, là où partout on en a besoin. On va tout simplement venir remplacer nos balises A par des balises div, rajouter la classe URL, la classe qu'on a choisie pour obfusquer et encoder le lien base64. Donc si vous avez à le faire dans un méga menu, vous venez modifier le template. C'est là encore aussi, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. Si vous voulez dans PrestaShop ne pas le faire sur la page index, la page d'accueil, pardon, le test est très simple, c'est le petit test qui est là. Ici, tout ce que vous ferez après dans cette condition-là sera uniquement sur la page d'accueil. Bon voilà, je l'ai dit, qu'est-ce qu'on a obfusqué sur le site Marlin Pimpin, le lien sur les images, les méga menus, donc sur la home que les sous-menus et entièrement sur les autres pages. On a complètement obfusqué le footer, sauf pour la home page. On a obfusqué les navigations à facettes, les filtres, etc. On a obfusqué un blog Contactez-nous qui était en un-tête, un blog Votre compte. On a obfusqué le fil d'Ariane. À chaque fois qu'on a des listings de produits, on les a obfusqués aussi sur les images. Vous savez, si on a des vous aimerez aussi, les choses comme ça, là pareil, on a obfusqué les liens sur les images pour laisser des bons liens. On a obfusqué panier, pop-up sur panier. On a encore des vieux PrestaShop où le bouton panier, et là c'était même le cas d'ailleurs, je crois, et c'est un lien. Donc potentiellement, ça veut dire que Google peut venir en crawlant créer des paniers. C'est rigolo. On a obfusqué tout ce qui est comparaison, etc. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir une structure technique propre. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue du maillage interne, on ne peut pas aller bien plus loin, puisqu'il va falloir le faire. Il va falloir, dans le contenu des produits, des catégories, des pages TMS, etc., venir créer du maillage encore un peu plus fort pour renforcer les pages importantes. Et j'en profite pour citer ici l'outil Smart Keyword Ah, j'ai zappé son nom. Ah bah mince. Hop, je vous demande juste 2 petites secondes. Je vais retrouver son nom parce qu'en plus, c'est Louis. Décidément. Louis Chevant, voilà. Smart Keyword de Louis Chevant. Louis, si tu regardes cette vidéo, j'ai pas testé ton outil. J'ai vu que tu avais un module pour PrestaShop qui permet de faire du maillage interne de manière un peu automatisée. Je pense que ça serait intéressant qu'on en parle ensemble, et quitte à ce qu'on fasse une petite vidéo de présentation qu'on pourrait mettre sur nos différentes chaînes YouTube, ça serait sympa. Je serais intéressé par voir un petit peu ton outil. Fin de la parenthèse. Profondeur des pages. Alors, à partir du moment où on vient bien travailler le siloing, ça a quand même moins d'importance que si on a un site qui est tout en bazar. Malgré tout, on va constater que les robots de Google vont quand même beaucoup moins crawler des pages qui ont un niveau supérieur à 4. Donc ici, on est sur des pages de niveau 1, 2 ou 3, donc tout va bien. Petite astuce, et même si vous avez des... souvent, la profondeur des pages, elle va arriver avec des gros catalogues et des paginations. Si vous avez 150 paginations dans vos listings produits, forcément, il y a un moment, la page 150, elle ne va pas être à 3 clics du départ. Il y a un truc qui est oublié, qui se fait plus, qui se faisait historiquement et qui devrait continuer à se faire, et que nous, on remet de plus en plus au goût du jour, c'est d'ajouter des plans de site en HTML sur votre site.
Donc là, nous, on fait un plan de site en HTML avec un lien dans le footer. Et là, dans le plan de site HTML, il y a tout. Mais profitez-en pour faire des trucs jolis, quoi. Faites pas juste un truc, un gros listing moche, quoi. Vous pouvez en profiter pour faire un truc sympa, un truc un peu optimisé. Et ça va vraiment aider Google à voir les pages. Et ça ne viendra pas casser le maillage interne qu'on a mis en place juste avant. Ça viendra certes le parasiter un petit peu, mais ça ne va pas casser la structure parce que Google va bien comprendre le siloing, mais ça va permettre aussi de rapprocher les pages en termes de clics. Alors la pagination, c'est un truc souvent compliqué hein, dans un e-commerce. Alors ici, par exemple, l'écueil qu'on a eu sur le site de Merlin Pimpin, c'est que toutes les pages 2, 3, 4, 5, 6 étaient en noindex, plus bloquées dans le robot TXT, avec une canonique sur la page 1. Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, canonique, c'est pas fait pour ça. Canonique, c'est si c'est la même page. Si c'est exactement la même page que je retrouve sur deux URL différentes, je fais une canonique. Ici, c'est pas la même page. C'est un autre listing de produits. Dans la même catégorie, mais c'est pas la même page. Donc la canonique, elle a aucune raison d'être là. Donc elle n'est pas implémentée correctement. Alors je note ici qu'il n'y a pas les balises rel prev next, même si Google a dit qu'il ne savait finalement pas les gérer. Parce que peut-être que jamais les webmasters ont réussi à les gérer correctement, les développeurs. Donc Google nous dit que c'était pas géré. Bon, malgré tout, moi j'aime bien continuer à le faire. Donc l'idée c'est de... Ce qu'on met en place nous sur de la pagination, c'est que les pages 2, 3, 4, 5, 6, on les rend indexables. Par contre, on les désoptimise en termes de SEO, c'est-à-dire qu'on vient flinguer leur balise title et on supprime la description. Donc dans la balise title, on ne remet pas jouet pour enfants. On va mettre page 2, page 3, page 4. Voilà, tout simplement. Comme ça, on est sûr qu'elle n'est pas optimisée, qu'elle ne viendra pas prendre l'indexation pour rien. Et ça évitera à Google de se tromper, d'indexer la page 5 alors qu'on voudrait tout simplement que les clients arrivent sur la page 1. Autre petite astuce que je ne fais pas, mais qui m'a été soufflée par Sylvain Laneri lors du SEO Camp, c'est de virer ces pages 2, 3, 4 du sitemap. Si votre sitemap les génère, ben peut-être que c'est pas une idée géniale. Voilà. Après, ça se discute. Voilà. J'ai pas testé cette solution-là encore. C'était une astuce partagée par Sylvain. Et puis, on va systématiquement faire de la pagination pas à pas. On va aller d'une page vers une autre page. On va pas faire des choses... Alors, après, se pose la question du scroll infini. Plutôt que de faire de la pagination, est-ce qu'on fait du scroll infini? Souvent, c'est compliqué parce que c'est pas très bien fait. Hein. J'ai eu l'exemple dont on a parlé il y a quelques minutes sur le site que j'ai audité hier, où pas de bol, 5000 produits, on n'en a que 3000 qui sont liés réellement dans le site, parce que les autres sont cachés derrière des paginations planquées derrière un lien en JavaScript. Donc très attention au scroll infini. Si vous avez besoin de ça, voilà, il faut quand même faire en sorte qu'il y ait un vrai lien quelque part qui permet de charger les pages suivantes et pas juste un truc en JavaScript. Alors même si ce lien il est un peu caché ou quoi que ce soit, mais en tout cas il faut qu'il soit là dans la page pour que Google l'analyse et suive ce lien pour aller voir vos pages. Et puis forcément, voilà, supprimer la canonique vers la page 1, ça ne sert à rien, c'est une erreur. Sur le on-site, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est super important, mais ce n'est pas forcément dans le cadre du sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est gérable depuis votre back-office PrestaShop. Pensez à ce qui va se passer quand vos produits vont sortir du catalogue, quand vos produits vont être épuisés. Alors, est-ce qu'il va être réapprovisionné? Est-ce qu'il ne va pas être réapprovisionné? Est-ce qu'on a des produits équivalents, etc. etc. Bon, je vous laisserai lire la diapo tout seul. Voilà, réfléchissez à ça. C'est quand même ballot qu'un nouveau fiche produit soit indexé, bien positionné au Google, qu'elle disparaisse et qu'on se retrouve avec une vilaine 404 là au milieu, alors que peut-être qu'on avait d'autres produits de remplacement à proposer. Voilà, souvent même je vois des gros e-commerçants, des Amazon, des choses comme ça. La page reste indexée finalement.
On arrive sur la page, ça nous dit non disponible, et puis on a en bas un truc, ce produit a été remplacé par tel autre produit. Donc on peut aller voir sur le produit, et on n'a pas perdu ce visiteur qui cherchait un produit en rupture, et qui s'il tombe sur une 404 va partir et va potentiellement jamais revenir. Donc pensez bien à ça, c'est important. Donc on a fini sur la partie on-site, voilà ce que nous on fait. Et franchement, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc il n'y a rien de démentiel, hein. C'est surtout du bon sens, de venir aider les robots de Google pour que ça soit facile à crawler, un site rapide, un bon maillage interne, pas de bidouille avec les canoniques, les machins, et puis voilà, hein, après ça se passe bien, quoi. Alors on va aller un peu plus vite sur la suite, puisque je sais pas depuis combien de temps j'ai démarré, mais ça fait un petit moment. Les critères on-page. Bon, je suis pas un intégriste de ça, moi personnellement. Allez valider vos pages pour les compatibilités W3C, je crois que c'était. Ouais, moi je suis pas. Ouais, j'avoue que je suis pas un grand fan de ça. Après, voilà, s'il y a des grosses erreurs, il faut les corriger, il faut que votre code soit propre. Mais voilà, avant que votre code soit pas lisible du tout par un robot, je pense qu'il va se passer un peu de. Bah, c'est peut-être pas tout de suite. Alors, sur le on-page. Ça, c'est une question qu'on pose souvent aux consultants, ou en tout cas à ceux qui veulent le devenir. Quel est l'élément le plus important techniquement sur une page? C'est la fameuse balise title. Et là, je crois que c'est tout simplement la copie d'écran de ce que nous donne Screaming Frog, où il me dit qu'il y en a un certain nombre qui sont dupliqués. C'est ballot, hein, puisque du coup, on donne à Google 2 pages avec la même balise title, voire plus de pages avec la même balise title, et on lui dit, bah voilà, choisis, quoi. Bah, quand il a à choisir, il choisit pas bien, et il se trompe, une fois il prend l'un, une fois il prend l'autre, une va être mieux classée que l'autre, donc il n'y a pas de duplication dans les balises title, une balise title, une page, une expression clé, une requête principale, mais il n'y a pas de duplication possible. Ici sur détail, alors de mémoire, la balise title c'est 60. Ah, mais non, je le fais tous les jours. C'est 70 caractères, quelque chose comme ça, ou 80 caractères. Décidément, coup de fatigue. Bon, ici sur Screaming Frog, il nous les met à over 80. Donc ici, on est pas mal. Et voilà, il nous met le over 60. Moi, de mémoire, je crois que je dis 70. C'est rigolo, j'ai un trou de mémoire, c'est la vieillesse. En réalité, c'est des pixels, et donc voilà, on va jouer là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est d'utiliser ces mots de manière le plus pertinente, ces caractères de manière le plus pertinente possible. Donc tout ce qui est à gauche, ça va être le plus important. Et ça doit contenir l'expression, la requête principale visée, et ça doit être quand même, entre guillemets, orienté marketing, même si j'aime pas trop ce mot. Ça doit inciter au clic, hein. C'est des call to action qu'on doit retrouver là-dedans, et on va le voir juste après dans nos méta-descriptions. Ici, on bosse pas mal avec RMTech quand on fait ces audits de sites, puisque RMTech va, si vous avez 10 000 pages sur votre site internet et que vous avez 10 000 balises title à venir bosser, il va falloir mettre en place des priorités, et RMTech nous sort des notions de pages prioritaires qu'il a calculées selon son algo, qui sont des pages qui sont entre guillemets plus rentables et qui sont plus intéressantes, donc on peut travailler dans cet ordre-là. Alors en complément de la balise title, ensuite, j'ai pas parlé de la métadescription. Ouais, bon, j'en parle rapidement, je sais plus si j'en parle après. Bossez vos métadescriptions, elles n'ont pas d'importance pour le moteur de recherche, il ne vient pas vous positionner par rapport à ça. Par contre, la métadescription, c'est l'une de vos 2 chances, ou 3 chances, on va dire, dans la page d'affichage des résultats que l'internaute a envie de cliquer chez vous. Donc cette page de description, elle doit être attrayante, alléchante, elle doit donner envie de venir vous voir. Et ça peut être déterminant, et ça peut faire monter votre taux de clic et avoir une bonne incidence aussi pour vous par la suite en termes de positionnement.
Alors la structure HN, l'idée c'est deux choses à ce niveau-là. Un, moi j'aime pas quand il y a, comme ici, là, des choses en orange, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a des missing heading. Ça, pour moi, ça fait une structure qui est cassée, donc c'est pas une bonne idée. Moi, je veux des structures qui soient pas cassées. Il doit y avoir, s'il y a une H3, il doit y avoir une H2 au milieu, et on suit l'ordre des balises H1, H2, H3. Après, on voit ici qu'il y a des H2 sur nouveautés, meilleure vente, actualité, pour ne rien rater. Et en fait, ça n'apporte rien. Les balises à chaîne, les petits rails, il faut bien se rappeler à quoi ça sert. C'est des notions sémantiques. Elles doivent être porteuses de valeur. Donc l'idée, c'est de venir mettre sur une balise à chaîne, H1, H2, de venir mettre du texte qui est en rapport avec votre requête principale. Si sur toutes les pages, vous avez balise H1, nouveauté, H2, nouveauté, meilleure vente, actu, ça apporte rien, donc autant pas les mettre, quoi. Donc soit vous avez des vraies balises avec du vrai contenu, de la vraie sémantique, les trucs envoyés à un ami, donnez votre avis, ça n'a aucun intérêt de venir mettre une emphase sémantique sur ces expressions-là, donc mettez pas de balise à chaîne là-dessus. Le contenu. Et ouais, on y vient. Alors, est-ce qu'il faut mettre 2000 mots dans une fiche produit, 500 mots dans une fiche produit, 2000 mots dans une fiche catégorie? On n'a pas la réponse. Et en tout cas, on peut pas réagir, réfléchir comme ça. Malgré tout, moi aujourd'hui, je dis à mes clients, mettez au moins 350 mots dans une fiche produit. Pourquoi 350 ? Parce que je crois que c'est l'indicateur qu'a choisi RMTech dans son audit. Et que voilà, ça fait plaisir aux clients d'avoir une bonne note, donc on part sur 350. Ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que derrière, on doit venir bosser des pages catégories pour en faire des encyclopédies avec des dizaines de milliers de lignes dedans? J'ai pas forcément la réponse. C'est des choses que nous, on a encore tendance à faire. Alors, souvent avec une description courte en haut de la catégorie, le listing produit et un peu le mode encyclopédique en bas. C'est du SEO mode 2010. Ça fonctionne encore. Ça suffit plus, mais ça fonctionne encore. Après, on a beaucoup parlé de contenu dans ma dernière vidéo avec Laurent Bourrelli. On a parlé de cocon sémantique. Aujourd'hui, voilà, une page, une expression clé, ça suffit plus. Par contre, Google, il aime bien les grappes de pages. Donc nous, ce qu'on fait de plus en plus, sans aller sur des gros cocons sémantiques un petit peu externes au site, on vient par moment, sous une catégorie, venir créer une grappe de pages, qui sont des pages de contenu type CMS ou des catégories, même PrestaShop, qu'on a détournées pour en faire du contenu. Et on vient créer des mini cocons sémantiques de 4, 5, 6 pages, sous une page pour la pousser. Et c'est des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Voilà, sur des pages sur lesquelles on se bat depuis pas mal de temps pour gagner en position. Voilà, quand on fait ça, ça nous permet des fois de gagner les 2, 3, 4 places dont on avait besoin et qu'on essayait d'atteindre depuis un petit moment. Donc ces mini cocons sémantiques, ces structures en grappe où vous venez partir d'une page catégorie et vous venez créer des contenus dessous qui sont des contenus qui viennent détailler différents sous-sujets en rapport avec la catégorie. Un truc qui marche bien. Je vous invite à tester. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Contenu sur la home page. Alors souvent les commerçants, ils aiment pas ça parce que finalement les gros acteurs, ils mettent pas de contenu texte sur leur home page. Et je trouve que c'est aussi un moyen de se différencier et c'est un moyen d'apporter de la valeur, un moyen d'apporter d'apporter un peu qui vous êtes. Alors, je vais changer d'écran. Hop, pourquoi j'ai plus... Alors, on va essayer de retrouver ça. Chrome, ah mince. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Ouais, je change d'écran. Voilà, je viens sur la boutique de Merlin Pimpin. Et moi, j'ai demandé à Céline de bosser sur du contenu pour sa page d'accueil. Donc, vous voyez que ça y est, la boutique de Noël est ouverte. Donc, si vous avez des enfants,
que vous voulez gâter pour Noël et que vous voulez en même temps aider un petit e-commerçant français plein d'entrain et de bonne humeur, allez-y, faites votre sélection, faites-vous plaisir. Céline sera toute heureuse de préparer vos colis avec amour. Et si je descends un petit peu, eh bien voilà, on a créé, Céline m'a créé du contenu. Moi, j'ai même pas travaillé là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce que je retrouve? Voilà, c'est une jolie boutique pour les enfants et leurs parents. Bah, on n'est pas chez Amazon. Notre ambition, vous accueillir avec le sourire, vous conseiller pour trouver le cadeau qui plaira et vous fera passer un agréable moment en notre compagnie. Merlin Pimpin, c'est exactement un site de vente en ligne. Vous y découvrirez blabla. Que vous cherchiez un cadeau pour un bébé, un enfant ou un adulte, notre objectif est d'offrir une offre variée et originale. Et puis, si je continue un petit peu, voilà, j'ai encore un petit peu de valeur ici. Une petite entreprise. Merlin Pimpin, c'est une petite entreprise créée en 2015 par une maman à l'âme d'enfant qui voulait simplement faire rêver les clients qui rentraient dans sa boutique. Je sais pas vous, mais moi, ça, j'adore. Et perso, c'est un truc que moi, je sais pas faire. Ça, c'est Céline qui a fait ça toute seule comme une grande. Je lui dis, voilà, il faut que tu me fasses ça. Je savais qu'elle avait la capacité de le faire, parce que j'avais déjà vu des trucs qu'elle faisait sur les réseaux, des vidéos qu'elle mettait en avant. Bah voilà, ici, vous souvenez-vous de votre plaisir et de votre joie enfant lorsque vous allez dans une boutique de jouets. Là, j'ai tout est là. J'ai du cœur, j'ai de l'émotion. Je ne sais pas combien de gens vont réellement lire ça sur son site. Est-ce que ça ne serait pas pertinent de le remonter, même carrément plus haut? Je pense. Mais pour moi, le succès d'un e-commerçant, d'un petit commerçant, il passe par là. On n'est pas un gros, on n'est pas Amazon. On est cette petite entreprise qui fait les trucs avec passion, avec amour. Et puis voilà, en même temps, quand vous achetez chez Merlin Pimpin, bah, vous faites un geste pour l'économie française, vous achetez dans un petit commerce et vous contribuez au développement d'une petite entreprise. C'est ce qu'elle a écrit là. Et on vous en remercie du fond du cœur. J'adore ça. Ça, d'ailleurs, il faudrait que je lui redise encore une fois à Céline. Cette phrase-là, pour moi, c'est la phrase déterminante sur son site internet. Et il faudrait vraiment qu'on la travaille. Voilà. Donc, allez-y, créez des vrais contenus et montrez qui vous êtes. Donnez du cœur là-dedans. Ça sera votre différence par rapport à tous ces gros acteurs qui sont juste des pouces cartons. Bon, ouais, je ne parlerai pas dans le détail de créer des shadow catégories, des pages de recherche avancées. On en a parlé déjà. Shadow catégorie, j'ai piqué l'expression à mon copain Patrick Valibus. Mais c'est un moyen de venir créer... je reviens sur ma page. Voilà. Hop, je suis un peu perdu. Ouais. Créer des shadow catégories, donc c'est un moyen... de créer des catégories qui sont cachées dans vos menus, mais que vous allez lier par exemple depuis vos fiches produits et permettre de faire du maillage interne un petit peu sympa. Alors revenons un petit peu sur l'optimisation on-page, la création de contenu. Alors bien évidemment, on en a parlé dès le début, hein, vous allez utiliser des outils genre 1.fr ou Your Text Guru pour optimiser votre sémantique, obtenir les champs lexicaux liés à votre expression clé et venir créer du contenu autour de ça. Cette page, elle est importante et elle revient sur l'échange que j'ai eu dans ma précédente vidéo sur la création de contenu e-commerce. Aujourd'hui, on doit sortir, et comme on vient de le voir avec la page d'accueil, on doit sortir du carcan achète ou casse-toi, qui est finalement le carcan utilisé par les gros acteurs, mais qui ont d'autres moyens, d'autres méthodes que nous. Nous, en tant que petits e-commerçants, on doit aller travailler des stratégies de contenu qui va adresser les 3 grandes intentions de recherche. Les intentions qui sont informationnelles, les mots-clés informationnels, les mots-clés considérationnels et les mots-clés transactionnels. 60% des recherches sont des recherches de type informationnel, 30% des recherches considérationnelles, c'est-à-dire qu'on va comparer les offres, et seulement 10%, on est là en train d'avoir la carte bleue en main et être prêt à payer. C'est-à-dire que si on se bat que sur ces 10%-là, on oublie 90% du trafic.
Donc, comment est-ce qu'on va chercher ces mots-clés informationnels? On va créer du contenu de type guide, type cocon sémantique, on va faire de la vidéo, on va aller voilà, parler un peu, là encore une fois, avec le cœur, aller tester des produits et apporter de la valeur que les grosses boutiques n'apportent pas. Elles apportent un prix, une description. C'est bien fait, hein. Allez chez Cdiscount, les descriptions produits, c'est un super exemple, hein. Prenez des descriptions produits chez Cdiscount, normalement, vous avez tout dedans. Vous avez tout dedans, mais de manière encyclopédique, de manière ouais, caractéristique, quoi. Ta, 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 ta. Donc là, l'idée, c'est de s'inspirer des fiches produits des gros acteurs, tels qu'un Cdiscount. Toutes les réponses à toutes les questions sont là. Hein, la fameuse roue des questions. Quoi, qui, où, comment, pourquoi, combien. Il faut répondre à toutes ces questions-là, mais apporter votre valeur, votre touche personnelle, ramener votre why là-dedans, et là, vous aurez des bonnes fiches produits qui pourront percuter. Et surtout, venez travailler en parallèle de vos fiches produits, tout ce contenu informationnel, et vous pouvez venir vous positionner sur une même thématique, sur les trois intentions. Peut-être que pour vendre un vélo, vous pouvez avoir des pages sur comment choisir un vélo, des pages sur qu'est-ce qu'un vélo électrique et une page où on vend un vélo. Ces 3 pages-là vont venir se positionner en fonction de l'intention réelle de recherche de l'internaute. Donc pensez à créer de vos mini-cocons sémantiques, voire des gros cocons sémantiques. Donc pour les mini-cocons, on peut appeler ça des grappes thématiques, des grappes sémantiques, des clusters, appelez-les comme vous voulez. Mais en gros, en dessous d'une page que vous voulez pousser, venez créer une petite structure de 3, 4, 5 pages de niveau 1, encore 3 ou 4, 5 pages de niveau 2. Créez-vous une dizaine de pages qui vont pousser votre page avec du beau contenu bien optimisé sémantiquement parlant. Et vous allez voir que très rapidement, mais voilà, quand je dis très rapidement, dès que ces pages-là vous allez créer, vous allez les pousser dans la Google Search Console pour dire à Google, la page existe, regarde, ça va pousser vite. Optimisez vos titles, vos HN et utilisez leur texte Google. Les données structurées. Pensez à aller bosser les données structurées, ça aide Google à comprendre votre page et surtout à aller vérifier qu'elle soit correcte. Hein, par défaut, alors au moins dans les PrestaShop 1.6, mais même je crois encore dans les 1.7, elles ne sont pas bonnes. Il y a des erreurs, tout simplement parce que Google a changé les règles. Donc il faut venir mettre à jour vos données structurées. Ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre aussi d'améliorer votre affichage dans les résultats de recherche, peut-être d'afficher le prix, d'afficher des notions de stock, etc., qui vont améliorer votre taux de clic sur vos résultats de recherche. Potentiellement des étoiles, hein, les avis clients aussi, ça peut aider. Critères off-site. Donc on a fini on-site, on-page. On a fait peut-être 50% du boulot. Ça, après, les questions se posent. Qu'est-ce qu'il reste à faire en off-site? Alors, je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, parce que ça sera sûrement le sujet d'autres discussions. On prévoit un échange avec Nicolas Mercadieu, qui a fait une conférence aussi au campus à Paris, là, hier ou avant-hier, sur investir 1000 euros dans du linking pour gagner 20 000 euros ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on va parler un peu on va en parler avec lui. Mais voilà, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, vous avez beau avoir fait tout bon sur la structure, tout bon sur le contenu. Si vous ne faites pas d'off-site, donc que ce soit du linking ou du branding, hein, d'accord, venir travailler votre marque dans les réseaux sociaux ou dans des événements de la vraie vie, sponsoriser des événements, etc., etc. Si vous ne faites pas de off-site, à un moment, ça va plafonner de toute façon, ça ne décollera pas. Hein, vous aurez tout bien fait, mais vous avez juste le droit de jouer. Donc le off-site et le linking, ça reste indispensable aujourd'hui pour pousser votre PrestaShop, pousser votre e-commerce. Donc comment on fait du linking? Alors j'aurais pas dû les mettre dans cet ordre-là, mais bon. Bon, la première chose, c'est de se dire, on va faire comme Google nous le dit, on va faire du link baiting, on va essayer de créer du super contenu, on va espérer que des gens fassent des liens vers notre super contenu. Donc, ça, c'est compliqué. Maintenant, si vous avez fait du super contenu et que vous êtes un petit peu fin, vous allez essayer d'interagir sur les réseaux sociaux avec les experts de votre domaine, avec les personnes qui parlent des mêmes thématiques que vous.
Et vous n'allez pas bêtement leur balancer en commentaire de leur post, tiens, regarde, j'ai fait un article sur les vélos électriques. Vous allez peut-être commencer à échanger avec ces gens-là, commencer à vous positionner comme une personne qui connaît la thématique, petit à petit un expert de la thématique, etc., etc. Peut-être sur vos sites à vous, faire des liens vers les sites des experts, les en informer. Et comme ça, vous pouvez potentiellement venir obtenir du backlink par ce biais-là. C'est un travail de fond. Allez au contact des gens qui sont importants, influents dans votre thématique. Rentrez en contact avec eux, faites connaissance, sympathisez. Et petit à petit, vous pourriez gagner des liens depuis ces experts-là. Vous pouvez essayer de faire du guest blogging, aller écrire sur le blog de quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, voilà, faut montrer patte blanche avant. Faut pas y aller en mode bourrin. Tiens, regarde, je vends tel produit. Ça marchera pas. Ça, c'est un gros travail de fond. La deuxième solution, ça va être d'acheter des liens. Donc, il y a plein de plateformes de liens, les Semjuice, les eReferrer, Linksgarden, WeWantLinks, Soumettre, ça c'est ceux avec qui je travaille plus ou moins régulièrement, de temps en temps. Après, il peut y avoir des groupes de privés sur des réseaux sociaux, de personnes qui peuvent échanger ou vendre des liens. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de le faire, tout le monde le fait, ça fonctionne. Après, les gens que je vous ai listés ici, c'est des gens sérieux, ça fonctionne. Il y a tout niveau de prix. Sur du Semjuice, on est sur du plutôt haut de gamme, on a du très bon contenu. Il y a des choses beaucoup moins chères dans la liste. Après, je vous laisserai faire le tri par vous-même. Peut-être que je referai une vidéo là-dessus. Et puis, la dernière technique, c'est de créer vous-même vos réseaux de sites. Alors, historiquement appelés les PBN, pour Private Blog Network, qu'on pourrait aujourd'hui renommer en MST. Alors, excusez pour l'acronyme, mais MST pour mini-site thématique. Donc l'idée, c'est de venir créer tout un tas de petits sites nichés sur une thématique avec 4, 5, 6, 10 pages, 50 pages, après à vous de voir en fonction de votre besoin et où vous voulez aller. Et sur ces sites-là, qu'on remontera sur des domaines expirés, on viendra créer des liens vers votre site et pourquoi pas vers d'autres sites éventuellement. Vous pouvez même monétiser ces choses-là. Et on fait ici du cloaking de liens, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de se cacher un petit peu. Alors, je ne sais pas parler du cloaking dans cette vidéo, mais j'ai fait d'autres vidéos sur le cloaking pour les retrouver dans la chaîne YouTube. Le cloaking de liens, l'idée c'est de montrer, on va dire du cloaking inversé, c'est de montrer les liens à Google, mais de ne pas les montrer à tous les robots de SEMrush, Ahref, SEO Observer, etc., etc. Enfin, SEO Observer, c'est les robots majestiques. Je pense. Mais SEMrush, je sais plus. Bon, peu importe. Enfin, en tout cas, on va montrer le lien que à Google. On ne montre ni aux internautes, ni aux robots, de manière à éviter de trop se faire pister tout de suite et de cacher un petit peu nos PBN, nos MST, puisque c'est un petit peu, non pas illégal, mais en tout cas interdit dans les guidelines de Google. Mais là aussi, ça fonctionne très bien, le PBN. Des gens comme Paul Sanchez en ont fait leur marque de fabrique. Ça fonctionne très très bien. Alors, PBN, nom de domaine expiré, là aussi un peu de teasing. J'ai un podcast à venir avec David Shelley et David Dragesco. Là, tout de suite, dans une semaine, 2 semaines, on va parler de domaines expirés, de comment on achète des domaines, comment on les qualifie, comment on remonte des sites dessus. Donc restez focus là-dessus. Ça arrive dans les semaines qui viennent. En tout cas, ça sera certainement au plus tard pour le 15 octobre. Donc là, il va y avoir un gros sujet. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien Christophe, t'as bossé comme un couillon. Alors, finalement, pas tant que ça, parce que je rappelle le contexte, on est sur petit e-commerce, on n'a pas de gros budget, donc on y va petit à petit, on fait tous les mois un petit peu, parce qu'on a quelques centaines d'euros, un peu plus,
disponible tous les mois. Donc on avance. Et là, au moment où on a fait la conférence, sur les 30 jours précédant la conférence, on avait une augmentation de 100% en termes du nombre d'utilisateurs, 195% en termes de chiffre d'affaires. Très sincèrement, c'était pour moi totalement inespéré que ça aille aussi vite. On voit même qu'on a une baisse du taux de conversion, donc ce qui n'est pas trop une bonne nouvelle pour le coup, mais on a une augmentation du nombre de pages par session, on a plus d'utilisateurs. Donc plus d'utilisateurs, baisse du taux de conversion, c'est pas forcément étonnant puisque on a peut-être ouvert sur des choses un peu moins qualifiées. Ça, après, il faudrait vraiment creuser. Par contre, on a une grosse augmentation du nombre de conversions. Là, aujourd'hui, sur un mois de septembre au global, on a fait plus 300% de mémoire sur ce mois de septembre par rapport à septembre de l'année N-1. Donc voilà, ça fonctionne, ça a un impact positif et pourtant on a encore énormément de travail à faire. On n'a pas du tout travaillé la partie branding, la partie contenu, on a juste venu faire des optimisations de balise title, des choses de ce genre-là. Donc voilà, oui, on peut faire des belles choses avec du SEO technique, contenu et popularité en 2021 et là-dessus on vient greffer de la vidéo, des réseaux sociaux pour faire exploser tout ça. Voilà. Alors, hop. Je repasse en full screen sur la caméra. Bon, je vous remercie de votre écoute. Je suis en train de regarder 1h26. Donc, je pensais que ça durerait peut-être même un petit peu plus. C'était intéressant de le faire dans ce format-là, puisque quand je l'ai fait aussi au camp, ça a duré 45 minutes. Donc ça m'a permis ici de vous dire un peu plus de choses et de prendre un peu plus de temps pour vous présenter tout ça. Inspirez-vous de tout ça, testez. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Et puis si vous voulez qu'on s'en occupe aussi, dans le principe, on peut vous aider aussi pour ça. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Vous l'avez compris, il y a des belles rencontres encore à venir. Voilà, David Shelley, David Dragesco et Sylvain Perronnet, Nicolas Mercadieu sont au programme. J'espère pouvoir contacter Louis Chevant pour parler un petit peu de Smart Keywords. Donc voilà, des belles choses à venir. Merci pour votre attention et à très vite. Ciao, ciao.